merci à vous d'être venus et merci aux organisateurs du musée de m'avoir invité à présenter donc ici une toute petite partie d'une thèse en cours qui porte donc, comme mentionné ici, sur l'identification et la caractérisation des stations routières, donc à l'échelle des Gaules et des Germanies entre le 1er siècle avant et le 4e siècle de notre ère. L'étude de ces roulets routiers s'insère dans le cadre donc de l'exposition de Bricus, dont vient de parler Barbara, et donc qui envisage le déplacement d'un fonctionnaire de l'État. C'est très important pour la suite de la présentation. Pour ceci, il faut remettre un peu cette carte en regard des reliefs du territoire, c'est-à-dire que ce déplacement, ici représenté en vert, implique non seulement de traverser la Manche, mais aussi et surtout les Alpes, qui sont un relief très important et très accidenté et qui n'est accessible que lors d'une courte, voire très courte période l'été. En dehors de cette brève période, le déplacement pour se rendre à Rome implique de contourner le massif et de passer notamment par le sud. Pour cela, les itinéraires empruntent certaines voies mises en place par l'État romain et dont certains éléments nous sont connus par notamment des itinéraires, qu'ils soient textuels ou cartographiques, dont l'exemple le plus connu est certainement la table de Peutinger, dont vous avez une représentation en haut de l'écran dans sa totalité, c'est-à-dire qu'elle fait des dimensions approximatives de 7 mètres sur 35 cm de hauteur, si je ne m'abuse, et elle est divisée en différents segments qui sont rapprochés ici en cartographie actuelle, sachant qu'il manque le segment le plus à l'ouest, ici représenté en gris, qui comprend notamment la Bretagne et l'Hispanie. Ce document est important à prendre en compte dans l'étude des relais routiers, étant donné qu'ils sont installés le long des voies romaines. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, la carte reprend à la fois donc, les trajets fluviaux en bleu et routiers en rouge, sur lesquels sont mentionnés des noms d'étapes, de lieux, que ce soit des villes ou d'autres occupations, qui sont parfois agrémentés de certains logos. Il s'agit d'une carte pour laquelle la datation est assez discutée. Il est certain que la cartographie telle que conservée aujourd'hui se base sur un original antique, mais on ne sait pas trop de quand il date. Est-ce qu'il date directement du 1er siècle de notre ère ou plus tard? La datation de ces documents est assez débattue parmi les chercheurs. Pour cette raison, comme pour d'autres sur lesquelles on reviendra plus tard, il est difficile de se baser sur ces seuls documents pour déjà l'identification archéologique de ces relais routiers. En effet, certaines recherches se sont basées sur les noms mentionnés sur cette carte par rapport à ceux connus pour les villes d'aujourd'hui et les ont transposés. C'est la carte que vous avez ici à gauche sur l'écran. Je vous laisserai, si ça vous intéresse, aller consulter le site internet mentionné en haut, qui vous permet de restituer un peu n'importe quel trajet dans le monde romain d'après la table de Peutinger. Ce qu'on remarque tout de suite en regardant cette carte, c'est que les haltes mentionnées ne sont pas régulières. C'est-à-dire que pour le trajet ici rentré de la Bretagne à Rome, oui, on a une liste de haltes qui doivent correspondre à des relais routiers, mais les distances entre elles sont très variables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de faire le trajet, on va dire, de nuit en nuit entre deux points. Donc, il faut plus considérer ces documents comme une liste de haltes possibles, un peu à l'image ce qui a été fait par le chercheur sur l'image de droite, des stations de métro actuelles. C'est-à-dire que la distance entre les points n'est pas respectée. Il faut juste voir ça comme des haltes. Pour cette raison, comme pour d'autres, les études montrent qu'on ne peut pas se baser donc, sur ces documents cartographiques pour identifier les relais routiers le long des voies. Il n'en reste pas moins qu'elle souligne l'importance du réseau viaire tel que mis en place par l'Empire romain au fur et à mesure des conquêtes. En effet, on voit très bien sur cette carte qu'elle concerne l'intégralité de l'Empire en allant donc de la Gaule jusqu'à l'Asie à ce niveau-là. L'importance de ces voies est première, que ce soit pour les communications comme pour la logistique de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'elles permettent la circulation des informations
et notamment de Rome vers les provinces et vers les différentes zones frontières qui sont militarisées et pour lesquelles il y a des conquêtes successives, mais aussi pour l'administration du territoire interne et sur lesquels donc les différents messagers de l'Empire circulent et les trafics de marchandises, etc. L'importance de ces voies et notamment des voies principales de l'Empire, donc qui relient Rome aux différentes provinces entre elles, qui sont ici en noir sur la carte, sont d'une importance capitale dans la politique de communication aussi des empereurs. Vous avez ici, par exemple, en haut, une monnaie de Nerva, avec portrait à l'avers et au revers, 2 mules, un axe de timon, donc un axe de chariot, et des éléments de harnachement, avec, pour légende, vous m'excuserez pour ma prononciation du latin, Vehiculatione Italiae remissa, c'est-à-dire que l'empereur communique sur le fait d'avoir restauré le système de communication de l'Italie. Les empereurs sont aussi mentionnés dans les bornes miliaires. Vous avez ici, par exemple, la borne de la Valbonne qui est présentée dans le cadre de l'exposition du musée. Je vous ai mis un petit pictogramme avec un petit appareil photo si vous souhaitez aller voir les œuvres après cette conférence. Ces voies principales sont jonchées de différents types de stations routières. J'en ai pas forcément plus expliqué jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a les stations routières, donc les relais routiers destinés à l'hébergement des fonctionnaires de l'État lors de leur déplacement pour qu'ils puissent trouver le gîte, le couvert, changer d'animal, etc. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi ce qu'on peut appeler les stations logistiques, dont vous avez une cartographie ici sur l'écran, qui, quant à elles, sont destinées à agréger et à centraliser et à assurer la logistique des transports de vivres et à alimenter les différents camps militaires situés en frontière de l'Empire. C'est notamment le cas pour ceux qui connaissent de la station routière fouillée sous la direction de Mathieu Pou et d'Aldo Borlenghi à Panossa, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc dans le cadre de cette conférence, je ne pourrais malheureusement pas vous présenter tous les types de relais routiers de l'Empire, il faudrait beaucoup de temps, mais on va se concentrer sur les relais routiers et donc sur le parcours de Bricus envisagé dans le cadre de cette exposition. Bricus qui, on le rappelle, doit faire un trajet entre la Bretagne et Rome. Alors, pour ce type de relais routier, donc destiné à héberger ces fonctionnaires qui portent des messages, le système évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'au début de la mise en place de l'Empire romain, le porteur du message ne fait pas l'intégralité du trajet de son point de départ à son point d'arrivée. C'est-à-dire que le porteur porte un message dans un premier relais routier, le transmet à un messager qui lui fait une deuxième partie du message, et ainsi de suite. De cette manière, le premier porteur du message n'est pas le même que celui qui le remet. Au cours de la mise en place donc, de l'Empire romain, ce qui commence à intéresser un peu plus les gens qui cherchent à avoir des informations à Rome, c'est le message, oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils veulent aussi savoir dans quel contexte le message a été délivré, et donc tout ce qui entoure, on va dire, le message. Et pour savoir ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut que celui à qui on remette le message soit le même que celui qui le délivre à Rome. Donc qu'une seule et même personne assure l'intégralité du trajet. Pour ça, Rome met en place notamment des voyageurs, on va dire, qui sont des agents de l'État, qui sont certaines catégories de militaires, qui sont détachés de leur légion d'appartenance pour effectuer ce travail sur des missions. Ce qui implique pour les relais routiers que le porteur du message, donc ici représenté par Bricus, doit trouver dans les relais routiers le gîte, le couvert et aussi des animaux et ou des véhicules si il en a besoin. Donc on change un peu de type de relais routier et on va étudier un peu plus ce type-là dans la suite de la présentation. Les bâtiments sont donc mis en place le long des voies romaines en même temps que celles-ci sont construites et les véhicules attachés portent des marques. Donc vous avez une plaque ici à gauche qui est écrite sur ces deux côtés
et qui mentionne du relais de poste donc de Caius César Auguste, réservé aux courriers autorisés défense de montée, ce qui montre bien qu'il y a tout un système qui va à la fois des relais routiers aux véhicules, aux animaux, qui sont la possession de l'État qu'il met à la disposition de ses fonctionnaires en déplacement. Donc vous avez ici un porte-document que vous pourrez aussi retrouver dans le cadre de l'exposition et qui pourrait avoir servi à un transport de documents éventuel. La connaissance des relais routiers est assez récente, c'est-à-dire que les archéologues ont mis longtemps à les caractériser et leur étude se base avant tout sur l'étude des bâtiments d'hébergement et donc des auberges civiles qui en partagent les fonctions d'hébergement, c'est-à-dire de gîtes et de couverts. Un des exemples les plus récents et les plus complets à ce jour pour le territoire de la Gaule est certainement le site de la scène nationale de Clermont-Ferrand, donc fouillé par l'entreprise Hadès sous la direction de Julien Olivier. Il est situé ici en rouge, donc dans la périphérie de Clermont-Ferrand, pour ceux qui connaissent peut-être. Et il s'agit donc d'un bâtiment qui est occupé entre la fin du 1er siècle et le milieu du 3e siècle. Vous avez ici l'état qu'on a appelé sur le terrain donc 1B, donc de la fin du 2e siècle, qui en est le plus caractéristique. Alors pour vous le décrire rapidement, ce bâtiment, donc, qui est une auberge civile, est longé au nord par une voie romaine et au sud par un chenal. Et il présente une organisation symétrique, c'est-à-dire que vous avez en partie centrale, en marron, un espace de cuisine qui est particulièrement bien équipé, c'est-à-dire qu'il comporte plusieurs structures de cuisson et de préparation des aliments différents. Vous avez à la fois un four, une table à feu, un séchoir-fumoir dans mes souvenirs. Et chose encore plus particulière, c'est, vous le voyez, cet ensemble-là, qui ressemble exactement à cet ensemble-là, qui est composé donc d'un couloir central qui donne accès donc à 2 pièces sur les côtés. Vous en avez ici une représentation telle qu'envisagée par les fouilleurs du site. Donc un accès par un couloir central depuis l'extérieur qui donne accès à 2 chambres latérales et au fond duquel un escalier mène à l'identique à 2 chambres sur les côtés. L'état de conservation assez exceptionnel de ce site fait que toutes ces chambres, ces modules de logement, sont conservés sur une hauteur remarquable et encore avec les ans du pin, ici vous voyez les décors à motifs floraux et végétaux. Et ici, un exemple de structure de chauffage, parce qu'on est quand même à Clermont-Ferrand, il fait un peu frais l'hiver, et ces petits foyers qui sont installés contre les parois et qui permettent de les chauffer. Au-delà de la conservation archéologique assez exceptionnelle de ce site, ce qui est encore plus remarquable, c'est la découverte de cet élément. Donc vous avez ici une photo en cours de fouille, qui est un élément en bois conservé sur quasiment 2,50 m de longueur, qui est conservé donc par ce qu'il était encore en milieu humide. Vous avez là-haut une photo et le plus intéressant, c'est la partie de bois qui est située à ce niveau-là, qui conserve une écriture dont vous avez ici la retranscription et qui est traduite donc par les spécialistes comme « tous les voyageurs ». C'est-à-dire que sur ce site, on a l'articulation à la fois d'un plan fonctionnel, c'est-à-dire à la fois d'espace de restauration, des espaces de logement qui interprètent vis-à-vis du terrain et des vestiges ce bâtiment comme auberge, et le fait que l'enseigne soit destinée à tous les voyageurs implique qu'elle n'est pas réservée aux fonctionnaires de l'État, mais ouverte à tous les voyageurs, comme elle le montre. Nous, ce qui nous intéresse ici, comme je vous le disais au début, ce n'est pas ce genre d'auberge urbaine donc, et civile de manière générale, mais les relais routiers officiels, donc destinés à loger exclusivement les fonctionnaires de l'État en déplacement. Et pour cela, les études montrent qu'un type de bâtiment un peu plus précis, qui correspond au plan que je vous ai mis ici en haut à gauche et qui est assez standardisé, on va y revenir sur la suite des diapositives suivantes,
Donc les bâtiments ont pour point commun d'être reliés à une voie romaine, ici en gris, accessible par un passage charretier entre deux pièces un peu particulières et en arrière de laquelle se développe une grande cour, ici et là, autour de laquelle se développent tous les éléments liés à l'accueil et à l'hébergement des voyageurs. C'est-à-dire que, par exemple, on trouve des écuries pour les animaux, des espaces de cuisine destinés à l'alimentation ou encore des espaces de repos pour les hommes. Avec, dans la très grande majorité des cas, l'ajout, dans un second temps de construction, de petits ensembles thermaux qui viennent ajouter un peu de confort dans ces bâtiments. Il faut aussi considérer que ces relais routiers donc officiels ont plusieurs configurations différentes, c'est-à-dire que toutes ces composantes dont je vous ai parlé, que ce soit les espaces d'accueil ou de service, sont soit comme à Borg, donc ici localisés sur la carte, tous combinés dans un seul bâtiment. Il peut y avoir un bâtiment principal, comme ici à l'Héménil, complété d'un bâtiment secondaire, ici une écurie, et ici, dans le bâtiment de Rion, donc hop, à ce niveau-là, le bâtiment principal est adjoint à la fois d'un ensemble thermal assez développé, mais malheureusement peu concerné par l'emprise de fouilles, et ici d'un espace de cuisson qui pourrait s'apparenter à une boulangerie. À un tout autre niveau, c'est le plan et la vue aérienne que vous avez ici en bas, c'est le site de Villetel, donc ici dans le sud, aussi connu d'après les itinéraires sous le nom d'Ambrossum, qui a la particularité de présenter non pas un bâtiment qui peut être isolé le long des voies romaines comme c'est le cas des 3 sites précédents, mais ici à Villetel qui en compte, en l'état actuel des fouilles, 4, donc qui se succèdent dans le temps et qui viennent s'associer les uns aux autres pour participer à former un site routier. La particularité de tous ces sites, donc tous ceux dont je vous ai parlé, c'est de se situer à des endroits visibles le long de la voie, c'est-à-dire que soit ils s'installent sur une hauteur pour être visibles d'assez loin, ou à des points de passage qu'on pourrait dire obligés, c'est-à-dire soit des bouchées de vallée, soit, dans le cas de Villetel, au niveau d'un passage sur le Vidourle, ici un pont conservé encore en partie en élévation. Ce type de bâtiment, donc, qui est très standardisé, donc que l'on retrouve, c'est tous les points que vous avez sur la carte à l'échelle de l'Occident romain, a la particularité de se mettre en place en même temps que les voies romaines. C'est-à-dire que lorsque Rome conquiert la partie sud donc, de la Gaule, qui est la Gaule narbonnaise, se mettent en place au début donc, du 1er siècle ces sites-là, et lorsque Rome conquiert les autres territoires, les stations routières suivent le mouvement et se mettent en place, c'est-à-dire qu'ainsi Rome suit les relais routiers suivent les conquêtes et les nouveaux déplacements des fonctionnaires. Si on regarde un peu ces relais routiers de plus près, donc ces relais routiers officiels, ici j'ai choisi l'exemple du site de Saint-Jean-Pouch, fouillé sous la direction de Fabien Colleoni, on constate qu'il se met en place au cours du temps, c'est-à-dire que pour ce bâtiment-là, le premier état, ici en haut, est construit donc, dans les premières décennies du 1er siècle pour être abandonné dans la première moitié du 5e siècle. Au cours de ce temps, se mettent en place des ajouts successifs et ces bâtiments ont la particularité de ne jamais présenter de période d'abandon. C'est-à-dire que contrairement à de nombreux sites romains sur lesquels une villa ou un habitat est abandonné puis reconstruit, ces bâtiments sont occupés sur toute la durée sans période d'abandon. Si on le regarde un peu plus près, ce site, il présente un plan assez caractéristique qui était déjà mis en évidence sur les plans que je vous ai présentés précédemment. C'est-à-dire que depuis la voie romaine, il est accessible par un portique qui donne accès à ces 2 pièces latérales sur lesquelles on reviendra plus tard, et en arrière de laquelle se développe une cour, autour de laquelle se développent au fil du temps les espaces de logement et d'accueil des fonctionnaires, que ce soit les écuries pour les animaux ou les espaces de logement. La particularité est qu'à ce niveau-là, très précisément, se développent certaines structures. Vous avez ici une photo en cours de fouille, et ce qui est intéressant, c'est ce bloc qui présente, comme vous le voyez, des perforations qui sont liées à l'installation d'éléments en fer qu'on appelle des crapaudines et qui sont destinés à accueillir la partie basse d'un montant de porte pour faire qu'il se ferme.
c'est-à-dire que ces bâtiments sont fermés non pas au niveau de leur accès, mais plus en avant, laissant accessible depuis l'extérieur uniquement la partie avant. Ce site, comme donc, tous les autres, je vous le mentionnais tout à l'heure, présente la particularité de mettre en place au cours du temps un ensemble thermal qui est un des plus importants et dont vous voyez ici une photo aérienne avec une succession autour d'une petite cour centrale de pièces chaudes et froides. Et ici, vous voyez la conservation des pilettes de l'hypocauste, donc destinées à chauffer la pièce. Vous voyez qu'en dehors de l'installation de ce bâtiment thermal, la partie avant donc du bâtiment est agrémentée en premier lieu de 2 pièces particulières, dont la plus au sud-ouest, donc celle située à ce niveau-là, présente un sol particulièrement bien conservé et particulièrement bien décoré, c'est-à-dire qu'il présente un sol maçonné et décoré, je pense que vous le voyez sur l'écran, même si c'est un petit peu délicat, un décor de petites tesselles, donc de petits éléments en pierre qui sont rajoutés en forme de petits carrés ou de petites fleurs et qui en font un des sols, si ce n'est le seul sol construit du bâtiment qui s'insère donc dans cette partie de façade. Donc, si la lecture, comme vous le voyez ici de ces plans, donc, que ce soit les termes pour lesquels on a une interprétation assez assurée et de ces pièces de logement assez caractéristiques, il y a d'autres installations dont la lecture est plus discrète et plus délicate. C'est notamment le cas pour les espaces d'écurie. Ici, je vous présente un autre site en Hongrie actuelle. Vous m'excuserez pour la prononciation, je pense que ce n'est pas Goniu, mais je ne la connais pas, qui présente toujours ce même plan, donc accessible depuis la voie romaine par une façade qui ici est encadrée par 2 petites pièces et en arrière de laquelle se développent 2 espaces d'écurie latérales, exactement comme ça avait été mis en évidence ici à Borg, selon une implantation assez standardisée. Le site de Goniu montre aussi des installations assez particulières pour les écuries, c'est-à-dire qu'il s'agit d'éléments des espaces les plus délicats à interpréter, étant donné la nature des vestiges sur lesquels se base leur reconnaissance, c'est-à-dire qu'à la différence des termes, comme on l'a vu tout à l'heure, où la fouille ne permet pas 36 interprétations, ici les écuries sont plus délicates. En effet, elles se caractérisent, vous le voyez ici sur la photo aérienne du bâtiment, par 2 longues fosses, que vous voyez ici en plan, qui sont installées dans les espaces d'écurie de manière à être présentes de manière à ce que les animaux soient installés au-dessus avec les arrière-trains autour de ces fosses. Il s'agit de fosses destinées à recueillir les purins et à nettoyer plus facilement les écuries, et elles forment les éléments les plus assurés afin d'identifier les écuries, notamment par les analyses physico-chimiques qui sont réalisées dans leur comblement. Au-delà de ces vestiges, la présence des animaux est assurée par la présence de harnachements. Donc vous avez quelques exemples ici, issus des fouilles, pour ceux qui connaissent, de Sainte-Colombe-le-Bourg, assurés sous la direction de Benjamin Clément, qui sont tous les petits éléments qui viennent décorer les harnais de ces animaux. Si ces éléments vous intéressent, la prochaine conférence, il me semble, du musée dans le cadre de cette exposition s'intéresse à tous les moyens de transport utilisés au cours de l'époque romaine. Donc, maintenant qu'on a vu à peu près les vestiges qui sont assez parlants dans les relais routiers, on va s'intéresser un peu plus aux choses qui ne sont pas directement palpables, pas directement, qu'on ne discerne pas à la seule lecture des plans. Et pour ça, les sources iconographiques sont d'un certain secours, même si on en a très peu pour la Gaule et les Germanies. On peut notamment se référer aux nombreuses peintures, que ce soit de Pompéi ou d'Herculanum, sur lesquelles on voit des scènes de restauration, donc avec de la nourriture conservée, et des scènes, que ce soit de restauration ou bien de jeu, comme à ce niveau-là. Il faut savoir que dans certains relais routiers, notamment celui de Viltel dont je vous parlais tout à l'heure, le bâtiment situé ici a livré une pièce qui ne présente pas grand vestige qui permet son interprétation, mais qui a livré une grande quantité de jetons
et de pièces de jeu, et qui laisse envisager peut-être une interprétation comme espace de réunion pour les voyageurs qui pouvaient s'y retrouver et y jouer. La dernière partie de cette communication va s'intéresser à la partie de la façade de ces bâtiments dont je vous parlais tout à l'heure, sur laquelle on ne s'est pas encore attardé. Et pour ça, on va se baser sur le site d'Obenburg, ici sur la carte, qui reprend un peu exactement la même organisation, c'est-à-dire que le portique donne accès à 2 pièces latérales et un passage charretier central, en arrière de laquelle une cour donne accès à différents espaces de vie. Ici, vous avez une pièce chauffée et une cave qui, dans un second temps, est associée à un espace de cuisine. Et la particularité de ce site, qui en fait son étude centrale dans l'étude des relais routiers, c'est la conservation dans son intégralité d'un espace arrière qui a livré une série d'hôtels qui se mettent en place donc en rangées successives au cours du temps et dont on voit la multiplicité entre les 2 états, c'est-à-dire que là, vous avez un site dont le premier état est daté du milieu du IIe siècle. En effet, vous voyez qu'il est très éloigné des voies principales et qui, au contact de la ligne de frontière de l'Empire pour cette époque. La particularité de ce site réside dans le corpus des hôtels et notamment des inscriptions qui sont associées. On ne va pas les faire ici toutes dans leur intégralité, il y en aurait vraiment pour très longtemps, mais j'ai pris un exemple qui permet d'aborder les problématiques d'occupation de ces stations routières par les fonctionnaires. En effet, vous voyez bien qu'entre le premier état du bâtiment et donc sa reconstruction, le principal changement est la mise en place d'une fontaine monumentale au milieu de la cour, dont les éléments ont été retrouvés donc en vrac et ici remontés par les fouilleurs. Vous voyez ici notamment une des plaques de dédicace, dont vous avez une photo à ce niveau-là, et qui est dédicacée par quelqu'un dont la fonction est Beneficiarius Consularis. Et c'est le poste du fonctionnaire, c'est-à-dire que ce type de fonctionnaire a occupé et fréquenté ce genre de bâtiment. En dehors de cette information, elle nous apprend que les dédicaces donc de toute cette série d'hôtels et de la plaque sont faites par les fonctionnaires, que ce soit au milieu de leur prise de poste ou de leur abandon de poste, qui sont datés donc des ides, donc du 15 du mois de janvier et de juillet. La présence la mise en évidence surtout de ce type de fonctionnaire dans ce type de station est assez centrale, étant donné qu'il s'agit d'une catégorie bien particulière de fonctionnaires. Donc, comme je vous le mentionnais, il me semble, en début de communication, ces stations sont des stations officielles fréquentées notamment par certaines catégories de voyageurs et de messagers de l'Empire, dont les bénéficiaires font partie. Vous avez ici un autre exemple d'hôtels qu'ils ont dédiés et sur lesquels ils choisissent de faire représenter les éléments qui, pour eux, sont les plus caractéristiques de leur fonction. Vous avez ici, à ce niveau-là, un petit rectangle qui symbolise des tablettes en bois, donc qui marchent par 2, à l'image de 2 couvertures d'un livre, au milieu duquel on coule une couche de cire sur laquelle on écrit alors qu'elle est encore chaude avec un stylet. Donc vous avez ici la représentation d'un lot de tablettes et d'un lot de stylets. Et ces tablettes sont fermées par des cordelettes nouées à l'intérieur de ces petits éléments qu'on appelle des boîtes à seaux. Donc vous avez ici un exemplaire découverte à Lyon. Ces petites cordelettes passées dans les trous et collées, on va dire, à la cire sont marquées du sceau de l'expéditeur pour en garantir l'authenticité. Au-delà de la mise en évidence de cet aspect, on va dire, administratif de ces postes de fonctionnaires, ils choisissent par ailleurs de faire représenter sur leur monument ce genre de logo qui ici ne vous est pas très parlant, mais dont d'autres représentations rendent ça plus compréhensible. Il s'agit ici de ce qu'on appelle une lance de bénéficiaire, qui a été l'objet de beaucoup d'une littérature de recherche assez poussée. Vous avez ici un exemple
d'hôtels découverts à Lyon qui portent dans les deux ronds. Je ne suis pas sûre que vous le voyez à l'écran, mais les deux lettres B et F pour bénéficiaires. C'est un des signes de représentation de cette catégorie de soldats. Vous avez ici un autre exemple de la tombe d'un fonctionnaire qui se fait représenter donc en cours de voyage avec sa lance dans la main. Voilà pour ce bref aperçu à cette diagonale. Je reviendrai sur les éléments que vous souhaitez peut-être approfondir, mais je pense qu'il est important de retenir que dans le cadre d'un voyage donc entre la Bretagne et Rome, l'Empire a mis en place en même temps que les voies ces relais routiers qui sont à considérer, donc d'après les dernières recherches, non pas que comme des hôtels ou des auberges, mais bien comme des lieux de communication de l'Empire, que ce soit du point de vue, ici on l'a vu, pour assurer la communication entre Rome et les provinces, mais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire les provinces informent Rome de ce qui se déroule, de ce qui se passe et quand. Et par exemple, pour un trajet entre la Bretagne et Rome, les estimations estiment un parcours donc en été et selon des conditions propices d'un total de moins de 45 jours pour relier le plus haut point de la Bretagne jusqu'à Rome, grâce notamment au système des relais routiers. Voilà, merci.